Dimitri Pavlenko. 8h45 sur Europe 1. Ce mardi est un jour symbolique dans l'histoire de l'humanité. La population mondiale franchit le cap des 8 milliards d'êtres humains. C'est ce que nous disent les Nations Unies. On attend de savoir qui sera le milliardième, celui ou celle. En tout cas, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il aura fallu à peine 11 ans pour passer de 7 milliards à 8 milliards. Pour gagner 1 milliard supplémentaire de cerveau, de bras, mais aussi donc de bouche à nourrir. Alors il y a quelques siècles, lorsqu'on était moins d'1 milliard, je vous parle de ça au Moyen-Âge, on disait qu'il ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de sujets, trop de citoyens, qu'il n'y a richesse ni force que d'hommes. Aujourd'hui, on en est plutôt à se demander, comme nous le disait Emmanuel Ducrot à l'instant, si nous ne sommes pas trop nombreux compte tenu de la pression humaine sur l'environnement. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, essayiste, journaliste au Figaro Vox. François Calfon est avec nous, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Bonjour François. Est-ce qu'on est trop nombreux sur Terre? C'est fou, hein, ce débat sur la démographie termine inéluctablement par cette question. C'était totalement codé finalement, si on revient aux sources, par le Club de Rome, c'est-à-dire que les tenants de la décroissance... Club d'Europe, donc années 70. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi j'ai cru que ça n'arriverait jamais. C'est cette espèce d'encodage sur le fait que la principale catastrophe qui était arrivée sur cette planète, c'est l'être humain. Mais on en est là. Alors ensuite, il y a des éléments objectifs quand même. Comme on est en radio, on ne voit pas. Mais cette fameuse courbe, les gens qui naissent, il y en a 360 000 par jour. Hein, c'est hallucinant. Mais cette fameuse courbe a tendance à se tasser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver à une sorte de pic. Vous dire l'excédent net, c'est-à-dire les décès, les naissances moins les décès, plus 360 000 la jours. courbe est moins vertigineuse qu'elle ne fut. Voilà, c'est ça qu'il faut dire et c'est important. Et comme on a très peu de temps ce matin, je voulais dire aussi que ça ne devrait pas dissuader les jeunes Français, parce qu'on est en France, de faire des enfants. Il paraît qu'il y en a plus d'un tiers, 37%, j'ai lu ça, qui disent non, face à ce drame climatique, etc., on ne veut plus faire d'enfants, on ne veut pas faire d'enfants. Je veux pas que mes enfants voient ça. Donc on ne fera pas d'enfants. Voilà, alors c'est vrai que c'est un message nouveau. Il y a deux tendances. Il y a une tendance qui est une sorte de trauma collectif qui n'est pas que lié à la planète. Je vois bien que dans les nouvelles générations, le Covid a vraiment désespéré des jeunes qui ne voyaient que le monde ludique. Et puis il y a une tendance de prise de conscience. Et je pense qu'au milieu, il y a un chemin. Mais Eugénie va sans doute nous en parler. Eugénie Bastier. C'est vrai que les deux principaux problèmes ou défis qui se posent à l'humanité au XXIe siècle, qui sont, à mon avis, l'écologie, la crise climatique et l'immigration de masse, sont liés à la question démographique, évidemment. Cela dit, le problème de la démographie, c'est qu'elle est déséquilibrée. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui font beaucoup d'enfants et des pays qui n'en font plus du tout. Et les plus pauvres sont ceux qui font le plus d'enfants. Mais ça, il faut effectivement... moi, je m'inquiéterais moins de la question de la démographie galopante des pays du Sud et voire en développement, parce qu'effectivement, elle va, selon les courbes, se tasser, et d'ailleurs certains avant disent que le pic se ferait plutôt que prévu pas en 2080 mais en 2040 et qu'on pourrait perdre 4 milliards d'habitants sur Terre d'ici la fin du siècle. C'est vrai qu'on a à peu près de certitude sur les prévisions que 2050. Mais ce qui m'inquiète moi personnellement, c'est la perte de vitalité de la démographie en Occident, parce que là on a un vrai problème, c'est que les gens ne veulent plus faire d'enfants et c'est aussi une dévitalisation civilisationnelle, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus se reproduire. Ils ne veulent plus finalement transmettre aussi leur héritage, leur civilisation. Et ça, pour moi, c'est un problème. Parce que la démographie, je vois bien comment elle baisse. Le progrès économique engendre quasiment de façon systématique une baisse de la démographie. Par contre, je ne sais pas comment on fait pour la faire remonter. Et ça, c'est un vrai problème. Ce qui est assez intéressant, puisque Eugénie a fait le lien entre immigration et démographie, c'est que les pays les plus inquiets, politiquement et même humainement, dans les conversations sur la question migratoire, sont les moins dynamiques sur le plan démographique. C'est les deux pays les plus inquiets sur la démographie, c'est la Hongrie et l'Italie qui ont des taux de fécondité absolument faibles. Et donc derrière, il y a cette idée assez terrible de la disparition identitaire, d'une certaine manière. Et moi, je trouve que la France ne devrait pas rentrer là-dedans. C'est ma pensée originale sur les questions migratoires, sans parler bien sûr de l'Ocean Victim. On va sans doute en parler. Joli lapsus, l'Ocean Victim. D'ailleurs, c'est un lapsus qui plaide pour mon idéologie, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est la disparition de l'identité, c'est pas forcément l'identité du sang, mais l'identité culturelle. Quand vous voyez en France que tous les gens qui veulent nous rejoindre, ça veut pas dire qu'ils ont vocation à le faire, sont finalement pour énormément francophones, moi je me dis, on ne va pas disparaître si on est capable, puisqu'il y a un décalage démographique, il y a des cris sur ce plateau déjà, ou des mimiques, parce qu'on est ici à la radio, donc on n'entend pas les visages stupéfaits. Je me dis qu'il y a d'autres moyens de développer son identité. Alors ça veut pas dire qu'il faut accepter tous ceux
qui sont francophones et qui veulent venir en France, mais au contraire, je pense qu'il faut renforcer l'identité francophone dans ces pays africains et que nous avons une responsabilité. Alors vous m'avez et comme ça, on équilibrera les rapports identitaires et démographiques. Vous m'avez devancé sur le débat parce que je voulais vous faire citer cette belle phrase. C'est Eugénie qui l'a fait, puisqu'elle a fait le lien tout de suite. Je me suis engouffré dans cette brèche. Belle phrase de Samuel Huntington dans son livre archi-célèbre Le choc des civilisations. Il dit « La démographie dicte le destin de l'histoire, mais ce sont les mouvements de population qui en sont le moteur. » Oui, tout à fait. Voilà. Il a raison là-dessus, mais après, il ne faut pas, je pense, être fataliste sur ces questions, parce que vous avez une petite musique maintenant qui s'installe. Alors, on est passé sur l'immigration, par exemple, on est passé du déni à l'inéluctabilité, c'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas, l'immigration massive, on niait que ce soit un fait de société, et maintenant, on dit, de toute façon, on n'a pas le choix, parce que la démographie africaine étant ce qu'elle est, la démographie européenne étant ce qu'elle est, il est logique, il y a une logique de transvasement, et c'est un peu ce que vous avez dit. Du projet et moi, je pense que c'est absolument mortifère comme discours, parce que c'est un discours fataliste qui installe comme un fait accompli finalement, voilà, l'idée qu'il y aurait une forme ce serait des vases communicants. Finalement, l'Afrique a fait beaucoup d'enfants, l'Europe n'en fait plus, et finalement il suffirait de passer une population d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Je trouve que c'est un discours très dangereux. Voyons les choses peut-être différemment. Si l'on prend le cas de l'Europe à la fin du 19e siècle, qui fait beaucoup d'enfants, l'Amérique, c'est sa soupape migratoire. L'Europe, aujourd'hui, est peut-être la soupape migratoire de l'Afrique. C'est peut-être à moi d'alimenter le débat. Non, là, c'est juste un prix moi, je pense, de l'Europe. Typiquement, on a commencé sur la question démographique. Il y a bien des déséquilibres régionaux. Ces déséquilibres, ils se compensent. Ça s'appelle l'immigration. Et c'est un phénomène non pas inéluctable où il y aurait une forme de fatalisme, mais ce que dit Eugénie, c'est qu'il y a dans le discours politique. J'ai entendu. Naturellement, je crois même avoir compris. Je crois même avoir compris. Je clarifie. Je sais que parfois je suis long à comprendre, mais là j'ai compris. Non, des fois vous êtes un peu de mauvaise foi. En gros, ça ne veut pas dire qu'on comprend des phénomènes et donc que finalement on ne les organise pas. Moi, je plaide pour, c'est ce que je viens de dire, mais cette idée, je vois qu'elle passe nulle part. Dites-moi. Pour une réelle aide au développement, quand je vois que les crédits de l'Alliance française ont diminué. Mais ça fait 70 ans qu'on fait parce que vous avez annoncé, c'est aussi une forme de renoncement. Ça fait 100 ans. C'est aussi une forme de renoncement. Et Stéphane Smith montre très bien dans La Rue vers l'Europe que plus on développe, plus il souffrez qu'on vous réponde. C'est pas dire qu'il va le faire, mais ensuite, dans la question des phénomènes migratoires, faut quand même catégoriser. Il y a des gens qui subissent vraiment les guerres et qui doivent être accueillis, ça s'appelle de réels réfugiés. Et il y a des gens qui ont vocation à repartir. Et ensuite, l'immigration a vocation à être organisée et non pas qu'on y jette un voile pudique. Il y a une immigration de travail dans des secteurs en tension qui peut être organisée. Ça ne me pose pas de problème. Maintenant, est-ce à dire qu'il faudrait renoncer à finalement reconduire à la frontière ceux qui n'ont pas vocation à être ici, même si c'est très difficile, tout comme l'aide et développement est très difficile, la politique, c'est des choses très difficiles, il ne faut pas renoncer. Mais est-ce que vous croyez, pour revenir à notre débat sur la démographie, Eugénie Bastier, que la perspective d'être à l'horizon 2050, 9 milliards et demi, 10 milliards, pèse aujourd'hui dans l'actualité de nos débats sur l'immigration? Est-ce que vous croyez que les gens font le lien en fait entre les deux phénomènes? Oui, je pense quand même que, comme je disais tout à l'heure, il y a cette petite musique, de toute façon c'est inéluctable. Mais moi je crois encore une fois qu'il est plus facile de faire baisser la démographie que de la relancer de façon dans les pays occidentaux, et ça va devenir un vrai problème. Et d'ailleurs beaucoup de dirigeants populistes essaient de relancer la démographie. C'est le cas de Orban évidemment en Hongrie, c'est très difficile. Oui, il n'y arrive pas. Et parce qu'il y a une question presque de mentalité, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans un Occident à bout de souffle. Quand vous voyez qu'une partie de la jeunesse effectivement ne veut plus se reproduire parce que à cause de l'éco-anxiété et que mais les Chinois également. Regardez Eugénie Bastier, les Chinois également aussi ont un problème de démographie, alors que c'est censé être la grande puissance. Il y a une forme même d'individualisme consumériste en Chine qui existe et qui pose un gros problème aux autorités chinoises. Et eux, ils ne lésinent pas sur les moyens pour la relancer. Sans y parvenir également. Sans y parvenir également pour le moment. Mais il faut dire aussi qu'ils ont installé la politique de l'enfant unique et qu'on ne sort pas aussi. Il y a une forme d'inertie aussi qui s'est mis en place. Mais je crois que quand même, il y a des politiques incitatives. Quand vous voyez qu'en France, la démographie a baissé suite à ce qu'a fait François Hollande sur la politique familiale de François Hollande a été absolument un désastre. Il ne suffisait pas de grand-chose, puisque la suppression de l'universalité des allocations familiales a eu un effet direct sur la démographie. Vous savez, pour le coup, c'est un pays que je connais bien, la Hongrie. Il y a une politique nataliste très forte. C'est-à-dire qu'on paye une maison aux gens quand ils font des enfants. On supprime les impôts au bout de 3 enfants. Voilà, très bien, c'est formidable, mais sauf que ça ne marche pas. On verra sur le long terme, ça vient d'être
mise en Donc place. si tout ça c'est de la faute de François Hollande, je veux bien entendre. Comme vous m'avez renvoyé... Beaucoup de choses sont de la faute de François Hollande. Bien sûr, mais vous savez, c'est comme dans Molière, le foie, tout est de la faute des socialistes, même quand il n'y en a plus, donc c'est bien. Il est aujourd'hui la deuxième personnalité préférée des Français selon le baromètre Paris Match. Mais Eugénie Bastier va dire aussi comme que quoi, ça... il y a toujours de l'espoir et il ne faut Eugénie pas être Bastier va nous fataliste. dire que la popularité de François Hollande, c'est aussi de la faute de François Hollande. C'est vrai que s'il n'existait pas, il ne serait pas Bon, populaire. François Calfon, s'il vous plaît. En une seconde, puisque vous avez renvoyé d'un revers de main les politiques de développement. Non, pas du tout. Je disais juste que ça, on fait ça depuis des décennies. Je vais me faire plus concret. Quand vous regardez la composition de ce qu'on appelle les bateaux de migrants et de ceux qui viennent d'Afrique, c'est souvent dans des pays à très forte démographie. Et comment on agit ? On agit par des politiques qui finalement luttent, par exemple, contre l'asservissement des femmes. Il y a des tas de pays africains qui font en sorte de contrôler les naissances. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet concret, plutôt que de dire on va envoyer de l'aide au développement comme ça, c'est de construire des systèmes de protection sociale. Parce que bien souvent, dans les pays à forte natalité, faire beaucoup d'enfants, c'est préparer sa retraite. Donc, vous voyez, il y a des axes très concrets qui permettent à la source, d'une certaine manière, d'éviter ces besoins de migration, alors qui sont parfois culturellement établis, mais qui dépendent aussi d'une réelle misère. Enfin, pour bâtir une protection sociale, il faut avoir un système fiscal, il faut que les gens payent leurs impôts, il faut éviter la corruption. Attendez, excusez-moi, si vous dites la cause est perdue en Afrique et en même temps on ferme les frontières, mes amis, bon courage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que ça me paraît tout à fait compliqué de considérer que par essence l'Afrique finalement ne pourrait pas construire son propre développement. Déjà, une démographie galopante est un signe de prospérité parce que avant les enfants mouraient. Donc effectivement, c'est un signe de soin. C'est-à-dire que ça va déjà. Si la démographie est galopante en Afrique, c'est bien que quelque part aussi il y a eu des progrès. Notamment dans la santé et la baisse de la mortalité infantile. Vous connaissez la transition démographique. Donc oui, on peut aussi être optimiste. J'ai essayé d'ouvrir le débat un peu plus intelligent que pour ou contre l'immigration. Mais vous êtes parvenu avec... J'étais suivi. Vous y êtes parvenu de manière absolument admirable, mon cher François Calfon. Merci beaucoup. Je vous dis à mardi prochain. Merci Eugénie Bastier. Merci. On va vous retrouver vendredi pour votre revue de presse hebdo des idées, évidemment. Il est 8h57 sur Europe 1. Philippe Vandel.